Bonjour à tous! J'espère que vous êtes heureux d'être là, car moi je suis toujours heureuse de vous retrouver sur Lucar 10. Dans cette vidéo, on va parler d'un artiste qui est cher à mon cœur. Tatav, et oui, Gustav Klimt. Peintre déjà très populaire à son époque, il est toujours aussi apprécié au XXIe siècle. Pour dire, il est l'artiste dont les œuvres ont été le plus reproduites et utilisées. Donc sur tout type de support, vous pouvez le retrouver. Des livres, des sacs, des posters, des bijoux, je vous raconte pas aussi comment la publicité l'a bien utilisé. Cependant, cette popularité, Tatav, il ne l'a jamais vraiment cherché. Et si le public n'était pas content, c'était du pareil eux-mêmes. Ce qui lui causa de nombreux scandales. Mais ça, on va en reparler. D'abord, on va s'intéresser un peu au bonhomme et à sa vie, sa personnalité, afin de comprendre ensuite son travail, ce qui l'a influencé et ses différentes périodes. Bon, vous êtes bien assis? Allez, c'est parti. Gustav Klimt est né le jour de notre fête nationale, le 14 juillet 1862 à Vienne. Donc ouais, ça fait un bail. Vienne est à l'époque la capitale d'un empire d'Autriche qui s'étend de Milan à Prague, incluant Venise, Zagreb, Cracovie ou Budapest. Donc c'est immense. En 1873, donc le petit Gustave a fait 11 ans, la ville accueille une exposition universelle au cours de laquelle démarre la crise bancaire de 1873, appelée aussi le krach de Vienne, ce qui est probablement considéré comme un des plus grands cracks de l'histoire boursière. La Première Guerre mondiale mettra fin à cet empire d'Autriche-Hongrie, dont Vienne était la capitale depuis 1867, et c'était une ville qui rayonnait culturellement sur toute l'Europe. De 1918 à 1934, Vienne est surnommée Vienne la Rouge en raison de l'arrivée au pouvoir d'une coalition de sociaux-démocrates et de chrétiens sociaux. Enfin bref, ça c'était le topo historique. Pour comprendre un peu où on en est, revenons à Klimt. Il vient d'un milieu modeste, même très modeste. Son papa, Ernst, est orfèvre et grave des matériaux précieux, et sa maman, Anna, qui s'occupe des enfants, et oui, c'était une grande famille de cette môme, avait tenté une carrière de cantatrice sans rencontrer le succès. On peut donc se douter que ses parents lui donnent le goût des belles choses et de la culture. Il va quitter l'école à 10 ans avec un certificat d'études à cause des difficultés financières que la famille rencontre. Et oui, ils ne peuvent plus payer l'école, et il faut faire autre chose. Mais cela ne va pas l'empêcher d'entrer dans la très prestigieuse École des Arts Décoratifs de Vienne, considérée comme la plus novatrice. Et je ne prononcerai pas le nom, je vous mettrai ça sur la vidéo. Il apprend les techniques de dessin avant de se spécialiser dans la peinture décorative. Le maître de l'époque est Hans Makart, artiste très réputé. Son frère le rejoint et on peut dire que les profs, ils les kiffent bien. Ils vont se lier d'amitié avec un autre étudiant qui s'appelle Franz Match. En 1880, les trois compères reçoivent leur première commande, la décoration de la maison de l'architecte Johannes Tourani. À cette époque, on ne peut pas encore distinguer son travail de celui de ses poteaux, mais il s'inspire des grands de la Renaissance. Devant les soucis d'argent et devant faire face aux besoins de la famille, les frères Klimt et leur pote Franz montent la Compagnie des artistes et ils louent en 1883 un atelier spacieux afin de répondre aux commandes décoratives dont ils sont devenus des pros. Ils vont même participer à l'embellissement des édifices du Ring. Alors le Ring, c'est un boulevard circulaire dans le premier arrondissement de Vienne qui encercle le centre-ville historique. Donc c'est une très belle demande. Klimt est vraiment talentueux et on trouve dans son travail l'influence de Makart. On le voit bien en digne successeur et digne héritier du maître. Pour dire, il reçoit en 1888 la Croix d'or du mérite artistique. Si ça c'est pas la classe. 2 ans plus tard, après le décès de Makart, donc le maître, on demande à la compagnie de prendre la suite et carrément de décorer l'escalier du Kunsthistorisches, je sais pas si ça se dit comme ça, muséum, ou musée des beaux-arts si vous préférez. Tatav va réaliser 11 panneaux sur l'évolution de l'art des origines jusqu'à son époque, donc jusqu'au 19-20e, début 20e on va dire. C'est là qu'il commence à révéler son nouvel attrait pour le symbolisme et les belles madames. On peut enfin réellement différencier son œuvre de son frère et de celle de Franz. Cette commande a tellement plu que la compagnie décide de déménager dans un atelier plus spacieux pour pouvoir répondre à de nouvelles demandes et se faire encore plus de money. Malheureusement, Ernst, le petit frère de Gustave, meurt d'une congestion pulmonaire seulement quelques mois après leur installation. Vous pouvez vous en douter, cette perte va beaucoup marquer Gustave, alors qu'il a déjà perdu son père peu de temps avant. Il est désormais le dernier homme de la famille, et à cette époque,
C'est très important car il doit assumer les besoins de sa maman, de ses sœurs, de la veuve de son frère défunt, d'Hélène Flogueux, et il se rapproche aussi d'Émilie Flogueux, la sœur de l'ex de son frère, vous savez, qui est mort. Bref. Et autant vous le dire maintenant, ils vivront un amour très fort, jamais consommé, bien que notre peintre l'ait un peu regretté, mais cependant, Émilie Flogueux l'accompagnera toute sa vie. Mais bon, on en reparlera peut-être plus tard. Et quand je dis plus tard, je parle bien évidemment du prochain épisode. Et oui, vous avez cru quoi? J'allais tout vous balancer d'un coup? Bah attendez, je tiens quand même à votre survie et à que votre petit cerveau enregistre déjà les informations que je vous ai données. Donc voilà, le premier épisode est fini, on a parlé, on va dire, du début de sa vie, et dans le prochain, eh bien, on verra comment il a réagi à tout ça et à cette petite crise, on va dire, artistique, et on verra aussi probablement la fin de sa vie. Voilà, donc je vous dis bisous et au prochain épisode. Allez, salut!